Voilà, je vous propose donc de commencer cette session réanimation que j'ai le plaisir de modérer avec le docteur Claire Boulle, qui est à mes côtés. Donc on va commencer par Jean-Michel sur la sédation aux halogénés. Donc on va reprendre, comme tu dis. Pour parler de sédation aux halogénés en réanimation, mes liens d'intérêt n'ont pas changé par rapport à tout à l'heure. Et donc on va se poser la question des halogénés en réa. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà utilisé les halogénés en réanimation? Ah, quelques-uns. C'est déjà pas mal. Pourquoi les halogénés en réa? Parce que c'est assez simple. C'est assez simple à utiliser et il y a longtemps, quand on parlait d'halogénés en réanimation, on parlait d'halogénés pour l'asthme aigu grave essentiellement et il fallait ramener un ventilateur d'anesthésie en réa, ce qui n'était pas complètement évident. Et donc depuis quelques années, ça fait une vingtaine d'années, le premier système qui est sorti, qui doit être toujours le seul vraiment vendu, est le système Anaconda, qui est en fait un filtre échangeur de chaleur et d'humidité, qui a la particularité d'être un réflecteur aux halogénés. C'est-à-dire que 90 à 95% des halogénés qui sont expirés par le patient sont bloqués par le filtre et donc vont retourner à l'intérieur du patient le coup d'après, ce qui nous rapproche peu ou prou d'un circuit fermé. Pas complètement fermé, mais de quelque chose qui ressemble à un circuit fermé. Quels sont les intérêts potentiels d'utiliser des halogénés? Probablement que le premier qui vient à l'esprit, c'est l'effet on-off des halogénés. C'est-à-dire que c'est le seul hypnotique, ce sont les seuls hypnotiques pour lesquels il n'y a aucune accumulation. Ça, c'est un vieux travail qu'on avait fait, où on avait fait 48 heures de sédation RAS-7. Sédation hyper profonde au cerveau. Et au bout de 48 heures, on avait coupé les halogénés. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'au bout de 5 minutes, il n'y en a plus qui circulent. Et au bout de 5 minutes, le patient ouvre les yeux. Alors qu'il était sédaté très profondément. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Si on fait la même chose avec du propofol, et si on suit le modèle de marche, qui ne marche pas si mal en réel, le modèle de marche, on se rend compte qu'il faut, après 48 heures de sédation profonde au propofol chez un patient non obèse, il faut probablement 8 à 9 heures pour arriver à un réveil. S'il n'y a pas d'accumulation, si on est sur un patient qui n'a pas de comorbidité associée. L'autre intérêt potentiel, c'est que l'effet est assez prévisible et on connaît ça assez bien au bloc sur le thème de la MAC. Et on sait qu'en fonction de la MAC qu'on va mettre, globalement, on va pouvoir sédater les patients. Alors la MAC, c'est quand même défini au bloc opératoire pour l'absence de douleur à l'incision chirurgicale. Il y a peu de patients en réanimation qui sont incisés. C'est assez rare. Et donc, on a créé une espèce de concept qui était la MAC DS pour la MAC Deep Sedation, avec un RAS inférieur à -3. Et ce qu'on avait vu dans ce travail-là, c'est qu'en fait, quand on a une FE de CEVO qui est autour de 0,9, entre 0,8 et 0,9, on a une MAC 95. C'est-à-dire que tous les patients dorment. 95% des patients ont une sédation profonde avec du CEVO, avec une FE autour de 1. Et ça aussi, c'est assez singulier. Il n'y a pas d'hypnotique intraveineux où, quel que soit le patient, on sait qu'on va avoir une sédation profonde. Et on a tous été confrontés chez des patients difficiles à sédater, chez des patients alcooliques, toxicomanes, à monter à des niveaux astronomiques avec les autres hypnotiques, et où on a une sédation qui est très aléatoire. Là, il n'y a pas de doute. La MAC DS du CEVO, elle est en gros à 0,8. Il n'y a pas eu de travail fait avec l'ISO, mais probablement qu'elle est à 0,5, 0,6 avec l'isoflurane chez les patients de réanimation. Sur le plan physiologique, quand on utilise les halogénés, on peut aussi les utiliser en aide inspiratoire. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour la sédation profonde, mais si on veut alléger la sédation et passer le patient en ventilation spontanée, on peut tout à fait le faire. Dans ce travail-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti d'un humidificateur actif, puis on avait mis
l'Anaconda sans filtre. Et en faisant ça, on avait montré que le filtre, donc c'était l'ancien, qui était 100 ml, augmente le travail respiratoire, mais que dès qu'on met un halogéné derrière, probablement du fait des propriétés bronchodilatatrices entre autres, on a une normalisation du travail respiratoire. Donc si on veut s'en servir pour passer d'une sédation profonde à une sédation modérée, on peut. Et donc il y a quand même quelques avantages sur pas ou peu de métabolisme, pas d'accumulation, une véritable épargne morphinique, et là tous les travaux le montrent. Quand on utilise des halogénés par rapport à des hypnotiques intraveineux en réanimation, on a une véritable épargne morphinique. Et il y a une faute sur ma diapo que je viens de voir là, c'est également l'hypnotique, ce sont les hypnotiques qui ont le moins d'action sur la commande centrale. C'est-à-dire que si on est dans une stratégie où on veut que le diaphragme fonctionne, où on veut être en ventilation assistée ou en ventilation contrôlée, mais avec du déclenchement pour éviter la dysfonction diaphragmatique, ce sont les hypnotiques qui ont le moins d'action sur le drive. À l'opposé, quand on a des patients qui ont un drive hyperstimulé, ce n'est pas avec le niveau de sédation qu'on va le contrôler, ce sont avec les morphiniques qu'on va ajouter. Donc quelque chose qui est assez maniable parce que ça permet de jouer sur la sédation et sur la commande ventilatoire de façon séparée. Donc que disent les essais randomisés contrôlés là-dessus? Si on regarde ce qui a permis d'avoir l'AMM avec l'isoflurane, qui est l'étude allemande, qui est une étude de non-infériorité, et je vous fais simplement, ils ont fait 48 heures de sédation à l'ISO, ils ont comparé ça au propofol, et ils montrent qu'ils sont aussi bien, c'est un peu mieux, mais c'est non-infériorité, donc la borne de non-infériorité est atteinte, moins de consommation de morphinique, et un réveil qui est un peu plus précoce, avec une extubation un peu plus précoce, ça se compte en heures, c'est pas très important. Ça reste une étude de non-infériorité qui n'avait pas d'autres prétentions que celle-ci, mais donc ça veut dire qu'on peut, et que les infirmiers et les infirmières peuvent, sans difficulté, mettre le patient dans la cible qu'on demande. C'est-à-dire si on demande au patient en sédation profonde, on le met en sédation profonde. Si on veut une sédation plus légère, on peut le faire, c'est pas très difficile. Il y a un gain sur le plan de la durée de ventilation, mais après 48 heures de sédation, c'est quand même rarement le problème de réveiller les patients et de les extuber. Il y a un autre essai assez sympa qui vient de sortir, qui est essentiellement français, qui a été fait en pédiatrie. Et je suis désolé, je comptais coller le PDF dedans entre les deux topos, et je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'y a pas de réseau et je n'ai pas pu récupérer le PDF. Donc j'avais en stock que les proofs du papier. Étude faite en pédiatrie entre 3 et 15 ans. Étude également de non-infériorité qui était publiée dans Lancet Respiratory il y a 3 mois, je crois. C'est Giorgi Miatello qui a conduit cette étude, qui a coordonné, et qui montre qu'en pédiatrie aussi, on est non inférieur et on est même plutôt supérieur en termes de réveil et de temps passé dans la cible. Et la population de pédiatrie, pour ceux qui ont fait de la réanimation pédiatrique, c'est toujours difficile de faire dormir les enfants. Et donc c'est probablement une solution intéressante pour les réanimateurs pédiatres, avec le bémol qu'à l'heure actuelle, le filtre fait 50 millilitres. Et que donc à moins de 3 ans ou à moins de 30 kilos, on ne peut pas faire. C'est la limite. Mais en tous les cas, ça fonctionne. C'est un peu gênant, je trouve, de se pencher sur ces études parce qu'on est sur des études de non-infériorité, sur la sédation profonde. Et globalement, quand on regarde ce qui se passe en France, ça c'est les résultats de l'étude d'esprit à laquelle je pense certains d'entre vous ont participé. On a 85% des patients qui sont pas de sédation ou sédation légère. Et quand on regarde que les patients intubés, en France, un jour donné sur 130 réanimations, on a c'est à peine 30% des patients qui sont en sédation profonde. Donc probablement pas notre cœur de cible, parce que la plupart de nos patients sont en sédation légère dans nos services de réanimation, mais certains ont quand même une sédation profonde, et même si la réa a évolué vers une réa centrée sur le patient, moins invasive, des patients plus réveillés, etc., il y a quand même des moments où on a besoin d'une sédation profonde. Et je dirais au moins, quand on regarde les recommandations internationales, pour le SDRA à la phase aiguë, donc là aussi on peut en discuter, est-ce qu'il faut une sédation profonde dans le SDRA à la phase aiguë, ça doit pouvoir faire quelques mercredis, comme dit Emmanuel, mais globalement c'est la reco et le cérébrolésé avec hypertension intracrânienne. Si on se met sur le focus des patients en insuffisance respiratoire aiguë, les halogénés peuvent avoir un autre intérêt, qui est un intérêt immunomodulateur
sur l'épithélium alvéolaire, sur la membrane. Et il y a énormément de travaux précliniques qui montrent qu'on diminue l'inflammation et qu'on diminue l'agression pulmonaire quand, chez l'animal, on utilise des halogénés. Et dans le labo qu'on avait avec Manu et Mathieu Jabaudon, on avait montré notamment qu'on diminue l'œdème pulmonaire chez le rat. Prenez des rats ou des souris, vous leur créez un SDRA, et le fait de les mettre sous halogénés, ça réduit l'œdème pulmonaire. Donc potentiellement un intérêt d'une sorte de sédation thérapeutique, entre guillemets, des patients en insuffisance respiratoire aiguë quand on utilise les halogénés. Et donc ce qui nous avait conduit avec Mathieu à faire un premier essai randomisé, contrôlé de petite taille, on a fait ça en 2015, je crois, où on avait fait, donc c'était du Midase à l'époque, versus Sevo. Et qu'est-ce qu'on avait montré? On avait montré que c'était 48 heures de sédation aux halogénés. On avait montré qu'on améliorait la PaO2, ce dont tout le monde se tape. Ils sont fous d'améliorer la PO2 des malades qu'on ventile. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regardé dans le plasma et dans le liquide alvéolaire SRAGE, qui est donc le marqueur de l'agression épithéliale. Et de façon assez intéressante, au bout de 48 heures, on avait une très très franche diminution du marqueur de l'agression épithéliale dans le bras sévoflurane. Donc ce qui corroborait quand même un petit peu les résultats des données précliniques, en disant ça fait de la sédation, ça la fait au moins aussi bien que la sédation IV, peut-être un peu mieux, et en plus il y a probablement un effet intéressant sur le poumon. Donc comme on n'était pas les seuls à penser ça, il y a pas mal de papiers dans la littérature qui disaient que les halogénés étaient probablement la solution pour avoir une sédation, ventilation qui protège et le poumon et le diaphragme. On a poussé un petit peu en avant et on a designé l'étude César, qui est un PHRC 2017 ou 2018, si je ne dis pas de bêtises. PHRC français avec un grand nombre de centres, des patients en SDRA tout venant, et où on a comparé pour la durée de la sédation avec une randomisation 1 pour 1, Sevo versus Propofol. Du début à la fin, les recommandations étaient basées sur les recos françaises à peu près, c'est-à-dire curarisation initiale, maximum 48 heures et on arrête dès que c'est possible, et on target un niveau de sédation légère dès que c'est possible, c'est-à-dire dès que le P sur F est supérieur à 150 globalement. Donc on a randomisé 700 patients, c'est quand même pas rien de randomiser 700 patients en SDRA de façon proactive. Les paramètres à l'inclusion étaient à peu près respectés. Vous voyez, on a un P sur F à 110, dans des vrais patients sévères quand même, avec un VT autour de 6, une PIP autour de 10. Et ces patients ont donc été randomisés dans les deux bras. C'est là où ça commence à se gâter un peu. Donc, comme vous pouvez le comprendre, vu le moment où on a eu le PHRC et vu le moment où c'est publié, on a eu beaucoup d'inclusions pendant la phase Covid, puisque l'étude a été lancée fin 2019. Et on se retrouve dans les deux bras avec une durée de sédation profonde de 7 jours, ce qui est très très long, et une durée de curarisation de 5 jours. C'est 2,9 quand même les écarts. Mais dans les deux groupes. Mais on est quand même un peu loin de ce qu'on espérait. Et quand on regarde ce qui a été fait, ben c'est que les patients ont reçu une sorte de soupe d'hypnotique. Il y a de tout. Il y a même dans le bras Sevo, ils ont eu en plus de la kétamine, des neuroleptiques, un peu de propofol. Il y a du Midase qui a été réintroduit quand il n'y avait pas de propofol, etc. Dans les deux bras. Alors, ce n'est pas uniquement pour les patients de cette étude. Si vous avez lu la littérature de ce qui s'est passé en per-Covid, les patients ont reçu des bacholes de sédation à des doses indues, avec des niveaux de sédation profondes, avec tous les produits de la création, et pendant des périodes beaucoup plus prolongées que ce qu'il y avait avant. Mais ça s'est fait dans les deux bras. Quand on regarde sur le critère principal qui était le ventilatory free days, on a eu la surprise absolument divine de se rendre compte qu'on a 2 jours de libre sans ventilation de moins dans le bras interventionnel, ce qui s'appelle un échec. Ça s'appelle, alors on a appris depuis, parce que c'est quand même pas la première étude où on se plante, que en stade ça s'appelle l'effet θ. C'est la probabilité de montrer totalement l'opposé que ce que vous avez prévu, donc on l'a montré. On pensait améliorer, on s'était dit c'est même à la limite de l'honnêteté de prendre le VFD parce que la différence va être tellement grosse que c'est à la limite d'être honnête. On a perdu 2 jours de VFD
Alors pas sur des retards au réveil, on a perdu 2 jours de VFD sur la mortalité, puisqu'on a une surmortalité dans le groupe sévoflurane, et qui est nette, qui n'est pas discutable, on a 10% de différence de mortalité. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire sur les halogénés en réanimation? Possiblement pas. Dans la question, est-ce que c'est la fin? On pourrait se dire, est-ce que c'est la fin des halogénés ou est-ce que c'est la fin du sévo? Sur la fin des halogénés, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour dire que c'est la fin des halogénés. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Quand on part d'une humidification active et qu'on met un filtre de 50 ml, on a une augmentation du ventilatory ratio modéré de 50 ml, donc on a un petit peu de capnie en plus. Ceci s'accompagne d'un petit peu d'augmentation de la puissance mécanique, pas de façon automatique, parce que les praticiens qui ont inclus les malades ont essayé sûrement de maintenir la capnie au même niveau, voire de la baisser un poil, et donc à augmenter un petit peu la ventilation. Le ratio est très très faible. Sincèrement, je ne vois pas comment est-ce que cette petite augmentation de puissance mécanique aurait pu obérer le pronostic des patients. Il y a probablement un facteur qui est évident, qui est le facteur multicentrique. Et en fait, quand on regarde, et c'est assez intéressant, je vous conseille la lecture de ce papier qui est sorti dans Critical Care, où ils ont repris 19 papiers publiés dans les revues A+. Des papiers monocentriques significatifs qui ont été transformés en essais randomisés contrôlés multicentriques. Même design, mais de monocentrique, on passe en multicentrique. Sur les 16 où il y a ça de fait, sur les 19, il y en a un qui a le même résultat. Il y en a 14 qui sont NS, et il y en a un qui monte sur mortalité. Donc ils vont pouvoir le refaire avec César, ça fera un papier de plus dans l'ouvrage sur mortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement un effet expertise. Et quand on promeut une technique, quelle qu'elle soit, que ce soit du monitorage hémodynamique, de la sédation, de la ventilation, il y a sûrement un effet expertise. Et que là, c'est une technique qui n'est pas forcément très répandue en réanimation, qui demande une réflexion différente. Il n'y avait pas que des anesthésistes réanimateurs qui tenaient ces réanimations. Et autant nous avons la culture des halogénés, autant côté réamed, elle n'existe pas. Donc possiblement qu'il y a un peu ce côté-là. Mais pour expliquer un résultat NS, je veux bien. Pour expliquer une surmortalité, c'est quand même un peu surprenant. Est-ce que la question ne vient pas du sévoflurane? Donc, quand on regarde tous les outcomes secondaires, il y en a un qui est significatif, c'est qu'il y a plus d'insuffisance rénale dans le bras sévo. Alors, quand on regarde, c'est essentiellement des insuffisances rénales modérées. Et là aussi, on a un peu de mal à penser que de passer avec du AKI1, ça tue les patients. Il n'y a pas de différence d'épuration extrarénale, par exemple, qui est le facteur qui tue dans à peu près toutes les études. Possiblement, il y a un autre facteur explicatif qui génère un peu d'insuffisance rénale, mais dont l'insuffisance rénale est un effet secondaire. Quand je suis passé de Clermont à Paris, je suis arrivé avec les halogénés. Et tout le monde était hyper content parce que ça marchait bien en disant « Putain, c'est hyper chouette. Faire des halogénés en réa, c'est hyper chouette. » Et puis, au bout d'un an ou deux, une des PH de service qui vient me voir et fait « Mais t'as quand même pas l'impression qu'on a des diabètes insipides là, avec le sévo chaque fois qu'on fait sur les malades ?» Et donc je dis « Oh non, j'ai pas du tout l'impression que putain, t'as vu des galons, il n'y a pas plus. » Ah si, allez, peut-être un peu. Puis c'est vrai qu'il y a 2-3 case reports dans la littérature. Et donc on a repris en rétrospective 100 patients, mais on est rentré dans les dossiers. Et ça vient d'être publié, là, la semaine dernière. On a eu un peu de mal à publier ça, parce que quand vous publiez du rétrospectif monocentrique, les gens vous regardent un peu en disant « mais ils sont fous, non ?» Donc on a fini par sortir ça. Et on s'est rendu compte qu'on a 50% des patients qui étaient sédatés par sévo qui ont fait un diabète insipide. Et il arrive en médiane entre le 3e et le 4e jour. Ça commence au 2e pour certains, c'est essentiellement le 3e jour. Ce qui explique que, dans la première étude qu'on avait faite avec Mathieu, on ne pouvait pas le voir parce qu'on n'avait fait que 2 jours d'halogénée. 2, quand on regarde la natrémie, l'urine output, etc., c'est pas dramatique. On est tous des docteurs, le malade il a un diabète insipide, il pisse plus. Même si on ne voit pas que c'est du diabète insipide, on adapte le bilan entrée-sortie. Donc ils ne sont pas catastrophiques les bilans entrée-sortie. Mais on met juste le doigt dans « je vais rajouter du fluide, je vais apporter plus de liquide à mes patients pour compenser les sorties ».
et que très probablement, quand on fait ça, on fout de la flotte à des patients qui ont une clairance alvéolaire qui est de mauvaise qualité, et donc on génère sûrement de l'œdème en plus. Ça marche sur tous les paramètres du diabète insipide, et c'est responsable de l'agression, très probablement, de ces patients. Quand on regarde en multivarié, le seul élément qui est protecteur du diabète insipide, à votre avis, c'est quoi? Le chauve devant, il n'a pas une idée? C'est le fait d'avoir une insuffisance rénale au moment où on débute le SEVO. C'est le seul élément protecteur. Or, si on regarde la mortalité de César, où il y avait des Covid et des non-Covid, la mortalité, elle est drivée par les non-Covid. Les Covid n'ont pas plus de mortalité dans le bras halogéné que les autres, ce sont les non-Covid. Mais dans les Covid, par contre, il y a beaucoup plus d'insuffisance rénale. On avait tous eu des tubulopathies, sûrement probablement virales, probablement un peu inflammatoires, qui ont dû avoir un effet protecteur. Et contrairement à ce qu'on avait pu dire, ceux qui avaient utilisé l'enflurane en disant que c'est les fluorures qui font l'insuffisance rénale, ce n'est pas du tout le cas avec le SEVO. Le diabète insipide induit par le sévoflurane, c'est la stimulation des aquaporines 2 au niveau du rein. Mais ce qui nous avait intéressé à la base dans le SEVO, c'est que ça améliorait la clairance alvéolaire. Et comment ça améliore la clairance alvéolaire? En stimulant les aquaporines 2 et 5 au niveau du poumon. Et donc en fait, l'effet bénéfique qu'on cherchait sur le poumon, on l'a sur le rein, et là il est complètement néfaste. Et c'est sûrement lui qui nous a plantés. Et donc très probablement que la réponse à ça, c'est pas de dire il faut plus faire d'halogéné en réanimation, mais il faut faire de l'isoflurane. Et à titre personnel, bien avant les résultats de César, quand on a vu le pourcentage de diabète insipide, j'ai fait mon mea culpa, j'ai dit ok, on arrête. Et on a arrêté le SEVO en dehors de César, on est passé à l'iso, on n'a plus de diabète insipide. Donc il y a sûrement un effet drogue qui explique ces lésions. Donc pour conclure, garde l'intime conviction que les halogénés sont une excellente alternative aux hypnotiques IV quand on veut faire de la sédation profonde. En pratique, si on résume un peu la littérature, ça marche bien chez les patients difficiles à sédater. Les patients que vous avez du mal à sédater profondément, quelle que soit l'étiologie, ça marche excessivement bien. Sur l'état de mal épileptique réfractaire, c'est le meilleur traitement. Parce qu'en termes de burst suppression, il n'y a pas mieux. Sur l'état de mal asthmatique, il y a quelques données. Sur la BPCO, ça ne marche pas. Sur les cérébrolésés, c'est très préliminaire les premiers résultats. Et de mon expérience clinique, il y a des patients chez qui ça pose aucun problème. Et il y en a d'autres chez qui on a la pique qui monte instantanément. Ça augmente, ça fait une vasodilatation, donc ça augmente le débit sanguin cérébral. Il y a des patients chez qui ça ne bouge pas la pique, d'autres chez qui ça monte. Je n'ai pas de facteur prédictif à ce stade-là. Et il y a probablement un intérêt chez les patients obèses parce qu'il n'y a aucun métabolisme avec l'isoflurane, donc il n'y aura aucune accumulation et ce sera facile à gérer. Sur les patients en SDA, je crois que la solution est simple, c'est que si on veut en faire, il faut faire l'isoflurane. Et donc il y a 2 essais randomisés contrôlés américains qui sont en cours de reviewing dans le JAMA, qui sont Inspire ICU 1 et 2, une de Boston, une de Nashville. J'ai vu les résultats pour avoir participé à un meeting investigateur avec eux. Et donc globalement, sur des patients tout venant de réanimation qui avaient besoin d'une sédation profonde, ils montrent les choses habituelles, l'épargne morphinique, un petit gain sur le sauvage, etc. Et ils montrent une diminution de 5% de mortalité dans les 2 études de façon tout à fait comparable. Donc ça renforce l'idée que probablement quand on a besoin d'une sédation profonde, les halogénés sont une bonne alternative. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai appris à l'école qu'il y avait une toxicité rénale du sévoflurane avec la chaude-sodée, avec le composé A, B, S, des choses comme ça. Ça n'existe plus. En réalité, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de chaude sodée. Mais en plus, même avec le SEVO, l'effet est complètement négligeable. Mais comme c'est le même radical que l'enflurane et qu'il y avait des vraies insuffisances rénales, on a gardé ce réflexe-là. Mais en fait, il n'y a pas, et quand on regarde les papiers dans la littérature sur SEVO au bloc opératoire, il n'y a pas de toxicité. C'est vraiment la stimulation des aquaporines qui crée le diabète insipide, qu'il y a un joli papier là-dessus qui le montre clairement que c'est totalement indépendant des fluorures. Question
pratique, en fait, maintenant, chez vous, vous utilisez dans quelle proportion des sédations profondes? Dans quelle proportion des sédations profondes sont faites aux halogénés? Ouais, je dirais 40%.